Shanghai est une ville mythique. Elle fut grande métropole internationale dans les années 20-30, puis délaissée pendant quelques 3 décennies après la révolution chinoise de 1949. Et la voilà en plein bouleversement depuis une quinzaine d'années. Alors nous allons d'abord consulter des cartes anciennes de cette ville, puis vous montrer l'évolution actuelle de son urbanisme. Shanghai est là, à peu près à égale distance entre Pékin et Canton. C'est un port qui donne sur la mer de Chine. Shanghai, en chinois, cela veut dire sur la mer, avant la mer, Shanghai. Elle est sur l'embouchure du Yangtze, un fleuve long de près de 5000 km, navigable sur presque 2000 km, et bientôt jusqu'à Chongqing, grâce au barrage des Trois Gorges qui est actuellement en construction. Elle est donc dans une position de carrefour, ce qui l'a évidemment servi tout au long de son histoire. Sur cette carte chinoise, qui date à peu près du XIIIe siècle, on voit bien le réseau de fleuves et de rivières qui entourent Shanghai. Au nord, le Wusong, qui converge vers le Yangtze et la mer de Chine. Au sud et à l'est, le Huangpu. Shanghai est alors un village de pêcheurs appelé Huatinghai, c'est-à-dire le port de la ville de Huating, dont elle dépend administrativement. Alors pourquoi prendre le XIIIe siècle comme date de référence ? Parce que c'est à ce moment-là que Shanghai commence à se développer. Elle n'est qu'à 200 km de Hangzhou, la capitale de l'époque, et la dynastie des Song du Sud cherche à ouvrir la Chine aux échanges commerciaux. Or, toute l'économie marchande se fait par voie fluviale. De vastes aménagements fluviaux sont entrepris au XIVe siècle, détournement vers le nord du fleuve Huangpu, raccordement au Yangtze par le canal de Fangtianban. Et le port régional concurrent de Qinglong va perdre son rôle à cause de la sédimentation du Wusong. Eh bien, ces deux facteurs combinés vont assurer à Shanghai le statut de port principal pour le commerce local et régional. Sous la dynastie des Ming, la ville devient riche. Elle doit même se protéger des attaques des pirates en construisant en 1553 des fortifications. Le district de Shanghai abrite alors plus de 100 000 habitants et la fertilité de ces terres lui permet de cultiver du coton et du riz. Au XVIIIe siècle, c'est-à-dire sous les Qing, Shanghai se retrouve au carrefour de 5 axes commerciaux. Au niveau local, les petites voies d'eau intérieures. Au niveau régional, le Yangtze qui dessert Nankin, Hefei, Wuhan. Vers le nord, la route maritime pour Tianjin et Pékin, qui sert notamment à acheminer les impôts sur les céréales vers la capitale. Vers le sud, la route pour le Zhejiang, le Fujian, Taïwan et Canton. Et enfin, la route de commerce vers la Corée et le Japon, qui restera ouverte jusqu'en 1760. Donc, Shanghai forme une plaque tournante qui distribue vers l'étranger et le reste de la Chine du coton, du thé, de la soie, des céréales, du riz et de la porcelaine. Alors je vous donne toutes ces précisions pour vous faire mesurer que ce ne sont pas l'arrivée des Occidentaux et l'ouverture des concessions qui vont miraculeusement faire la richesse et la renommée de Shanghai. Les Britanniques contraignent la Chine par le traité de Nankin de 1842 à ouvrir 5 de ses ports au commerce étranger, dont Shanghai. Mais à cette époque-là, Shanghai est déjà une ville de 300 000 habitants au commerce florissant. Elle n'est donc pas, comme on a longtemps voulu le faire croire, un simple village de pêcheurs dont l'essor n'aurait été dû qu'à l'arrivée des Occidentaux. C'est donc le long du Huangpu, au nord de la vieille cité chinoise fortifiée, que s'installent Anglais, Français, Américains à partir de 1843. Ces concessions sont des enclaves étrangères en Chine, elles forment de véritables États dans l'État. Chaque concession a sa législation, ses institutions, son gouvernement, sa police. Les étrangers y bénéficient de l'extraterritorialité et en 1854, la juridiction étrangère s'étend même jusqu'à la douane. En 1863, Anglais et Américains fusionnent leurs zones pour former la concession internationale, alors que les Français, eux, préfèrent garder leur autonomie. Les concessions s'étendent sans cesse, tandis que la ville s'éloigne de sa tradition textile pour développer la construction navale
afin de répondre aux besoins de réparation des Anglais, elle développe le négoce et puis la finance. En 1914, Shanghai compte 300 banques. Elle est devenue un centre financier qui capte 80% des investissements des banques étrangères en Chine. Et puis sont lancés, fin 19e siècle, des travaux d'utilité publique, installation de l'eau courante, de l'électricité, du télégraphe, du téléphone, et puis construction des premières lignes de chemin de fer entre Shanghai et Nankin. Alors évidemment, avec un tel dynamisme économique, la ville attire du monde. Arrivent marchands et entrepreneurs qui viennent de Canton et de Macao, plus des Chinois qui viennent des provinces et qui cherchent à travailler à Shanghai, des Japonais, après leur victoire militaire sur la Chine en 1895 pour installer là des industries manufacturières, des Russes qui fuient la révolution bolchevique de 1917, et puis dans les années 30, des Juifs qui fuient l'Europe centrale. En 1930, la population de la ville dépasse les 3 millions d'habitants, dont presque la moitié vit dans les concessions. Car ces concessions offrent de multiples avantages, de meilleures conditions de vie, une certaine protection des Occidentaux, notamment pour les Chinois. S'y retrouvent donc des propriétaires fonciers chinois et des riches commerçants, des hommes politiques comme Sun Yat-sen, qui sera le premier président de la République chinoise, puis Mao Tse-tung ou Zhou Enlai qui y séjournent. C'est d'ailleurs dans la concession française que se tiendra en 1921 le premier congrès du Parti communiste chinois. Et puis il y a les membres des triades, en échange d'avantages sur les marchés parallèles. Shanghai est le paradis des aventuriers, le plus grand bordel du monde, comme on dit, et puis une ville de jeux. Voilà brièvement planté le décor de celle qu'on a appelée le Paris de l'Orient. Dans les années 20-30, Shanghai est devenue le symbole de la modernité chinoise, du luxe colonial. Elle est la capitale économique de l'Asie, elle est son plus grand port. C'est le long du Huangpu, sur le célèbre Bund, que se concentre le quartier des affaires. C'est là que les compagnies étrangères et les banques viennent faire construire leurs sièges, comme la Banque de Hong Kong et de Shanghai. La ville est aussi une capitale culturelle, il y a du cinéma, du théâtre, de l'opéra. Elle abrite de nombreux intellectuels, dont Lu Xun et Mao Tun, des institutions d'éducation moderne. Par exemple, il y a l'université jésuite Aurore qui enseigne en français. Aurore est réputée pour son enseignement de la médecine, du droit, de l'astronomie, de la philosophie, et elle forme une partie de la bourgeoisie chinoise jusqu'en 1949. Car évidemment, tout a une fin. D'abord parce qu'en 1937, la ville est envahie par les troupes japonaises. Seules 2 concessions étrangères sont épargnées et servent de refuge à de nombreux Chinois. En 1943, leur administration est confiée aux Chinois, vaincus par les Japonais. Et puis en octobre 1949, le Parti communiste chinois arrive au pouvoir à Pékin après sa victoire sur le régime de Chiang Kai-shek. Les troupes de Mao vont alors contraindre les étrangers à quitter la ville. C'est alors la fin des concessions et la fin de la gloire de Shanghai. Car pour les communistes, cette ville représente tout ce qu'ils détestent idéologiquement, un mélange de capitalisme, d'impérialisme et de vie facile. La modernité, l'inventivité et même l'esthétique chinoise vont aller se réfugier à Taïwan, à Hong Kong, à Singapour. Shanghai va somnoler jusqu'en 1990 et depuis, elle est en plein chantier. Alors, curieux clin d'œil de l'histoire, le Parti communiste chinois est toujours au pouvoir et il a fort bien compris que s'il voulait y rester, il fallait réintroduire exactement ce qu'il avait chassé de Shanghai il y a 55 ans, c'est-à-dire des capitaux et des étrangers. Donc, depuis 15 ans, comment se redéveloppe cette ville? Voici Shanghai. C'est un grand port, situé presque à égale distance entre Pékin au nord et Canton au sud. Shanghai n'est pas une capitale régionale, elle est une municipalité autonome, rattachée au pouvoir central, comme chacune des 22 provinces chinoises. Seules 3 autres villes ont le statut de municipalité en Chine, Pékin, Tianjin et Chongqing. Pourquoi un tel statut? Eh bien, à cause de son histoire et à cause des communistes. On l'a vu attentivement la semaine dernière, pendant plus d'un siècle, la ville a été très ouverte sur l'international. C'était d'ailleurs l'un des objectifs des Britanniques en imposant le traité de Nankin à la Chine en 1842.
Et Shanghai s'est développée parce qu'elle est placée à un carrefour géographique, mais aussi grâce aux capitaux qui sont venus s'investir dans les concessions étrangères. Mais quand en octobre 1949 est fondée la République populaire de Chine, Shanghai représente pour les communistes le symbole même de cette idéologie capitaliste et impérialiste qu'ils détestent, et donc la ville doit être punie. D'abord, fini l'ouverture internationale et l'initiative individuelle. Tous les étrangers doivent peu à peu quitter la ville, et beaucoup d'entrepreneurs chinois émigrent vers Taïwan ou Hong Kong. Les grands magasins de Nanjing Road et les banques sur le Bund sont peu à peu fermés, car le Parti communiste chinois veut faire passer la ville de consommatrice à productrice. Sur le plan administratif, Shanghai va donc être mise sous la tutelle directe du pouvoir communiste, qui peut ainsi mieux la contrôler. Elle se retrouve donc, pour la première fois depuis un siècle, unifiée sous une seule administration. Mais ce statut de municipalité autonome l'oblige à reverser 85% de ses revenus au pouvoir central, ce qui la prive évidemment de ses ressources propres. Alors que l'atout de Shanghai est lié à sa position géographique, c'est un port qui donne sur la mer de Chine méridionale, sur la baie de Hangzhou, qui est juste à l'embouchure du Yangtze, alors qu'elle a toute une tradition commerçante et qu'elle demeure l'une des bases de l'industrie du pays, elle est dans les années 1980 la ville la plus mal lotie de Chine. Elle manque de logements, les infrastructures font défaut, les transports sont saturés, la pollution est importante. Eh bien, le changement d'attitude du pouvoir chinois va s'opérer autour des années 90. D'abord, il y a le retour de l'entreprise privée avec le lancement de la réforme économique sous l'impulsion de Deng Xiaoping. Ensuite, deux anciens maires de Shanghai accèdent au pouvoir à Pékin. Il s'agit de Jiang Zemin et de Zhu Rongji, qui deviendront respectivement président de la République chinoise et vice-premier ministre. Et puis se multiplient en Chine les zones économiques spéciales afin d'attirer les investisseurs étrangers. Alors concrètement, à Shanghai, il s'agit de la zone économique de Pudong, en face du Bund, sur la rive est du Huangpu, dont le projet est lancé le 18 avril 1990. Alors je voudrais m'arrêter un moment sur ce très vaste projet d'aménagement. Pudong représente une superficie totale de 520 km². Le quartier de la Défense à Paris en fait 7. Les fonds viennent des capitaux de la diaspora chinoise et des capitaux occidentaux. En quelques 10 ans, 600 tours y ont été construites, dont la tour Oriental Pearl, en forme de fusée, qui fait 430 mètres de haut, le World Financial Center, avec 460 mètres de haut, ainsi il devrait battre les records américains et malaisiens. C'est à Pudong que se construit l'avenue du siècle, longue de 4,5 km, et qui se veut les Champs-Élysées de Shanghai. C'est un projet d'un architecte français, Jean-Marie Charpentier. Elle a été célébrée en l'an 2000, même si le projet n'est pas encore terminé. Des logements, des centres commerciaux, des routes, un golf, un nouvel aéroport ont été construits. Pour relier Pudong à l'autre rive, Puxi, 2 ponts, un tunnel, des autoroutes, un métro, et les 4 zones de développement de la ville ont chacune une fonction différente. Au nord, Waigaoqiao, un port en zone franche. Qingqiao, une zone industrielle où se sont déjà installées quelques 300 entreprises étrangères, dont plusieurs multinationales. Elle comprend des centres commerciaux, un hôpital, une université pour rendre cette zone plus attractive pour les investisseurs. On a la zone de Liujiatsui qui est destinée aux services et à la finance. C'est là que se trouve la bourse de Shanghai qui s'est réouverte en 1990. Plus au sud, on a le parc des hautes technologies de Zhangjiang High Tech Park. Là, se sont développées des industries pharmaceutiques de pointe et la recherche médicale par une quarantaine d'investisseurs étrangers. Donc, vous le voyez, l'entreprise est considérable. L'aménagement de Pudong devrait s'achever vers 2030. Et si l'on replace maintenant Shanghai à l'intérieur de l'ensemble chinois, on constate que Shanghai est aujourd'hui le premier port du pays, avec presque 25% du trafic national. C'est le plus important marché financier du pays.
Avec 1% de la population chinoise, elle réalise 15% de la production du pays en industrie lourde. C'est elle qui capte le plus grand nombre d'investissements étrangers. 200 des 500 plus importantes multinationales mondiales ont déjà investi à Shanghai. Avec 16 millions d'habitants pour la municipalité, Shanghai est la 6e ville au monde. C'est la plus grande ville de Chine qui est loin devant Pékin, la capitale, avec 12 millions, ou bien Canton, avec 6 millions d'habitants. Voilà, j'ai voulu vous donner un petit peu la mesure de cet immense changement pour cette ville. Cette brève présentation est à la fois trop descriptive et trop laudative. Le développement de cette ville porte une certaine fierté nationaliste chinoise, mais tout de même les défis sont multiples. Parce que la ville se pose en rivale économique et financière de Hong Kong, et l'entrée de la Chine à l'OMC a renforcé cette position centrale de Shanghai. Le secteur tertiaire y représente 51% du PIB de la ville, et le revenu par habitant atteint là 5 000 $. Shanghai se veut aussi la rivale politique de Canton et plus encore de Pékin, la capitale. Et puis au niveau de l'urbanisme, les anciens quartiers de la ville ont été détruits. Shanghai cherche à battre des records de hauteur pour les gratte-ciel et la voiture est évidemment considérée comme un immense symbole de prospérité. Donc, cette ville n'a tiré aucune leçon du modèle occidental d'urbanisme et les mêmes erreurs sont reproduites.